Bonjour à toutes et à tous. La CCIG est vraiment heureuse en ces temps difficiles de pouvoir vous aider et organiser ce type de manifestation, malheureusement pas encore en présentiel, aujourd'hui avec notre experte marketing réseaux sociaux. Vous savez que le slogan de la Chambre de commerce, c'est assurer une économie forte. Évidemment, par les temps qui courent, c'est une mission particulièrement difficile. Nous sommes très heureux de voir que les affaires vont pouvoir reprendre puisque depuis le 17 avril, peu à peu, l'économie a pu reprendre. Nous croyons vraiment que des séminaires comme celui d'aujourd'hui, même s'ils sont relativement brefs, c'est une manière de vous aider un peu au quotidien à surmonter les difficultés. Je vous souhaite de bien profiter de cette session et comme ma collègue vous l'a expliqué, vous aurez tout à l'heure tout le temps de poser les questions qui vous intéressent et je vous souhaite une excellente participation à ce séminaire et me réjouis de vous retrouver dans quelques semaines sans doute les uns avec les autres, comme nous avions l'habitude de le faire dans le temps qui n'est pas si ancien que ça. Bonne soirée, bonne manifestation, merci. Merci beaucoup Nathalie. Je donne maintenant la parole à Myriam Blal, notre intervenante du jour, qui est chargée de projet et puis consultante en réseaux sociaux chez Swiss Online Publishing. Merci beaucoup Myriam. Oui, bonjour. Alors, je commence simplement par présenter rapidement l'entreprise. Pour les personnes qui auraient déjà été là lors du dernier webinaire, vous l'avez déjà vu. Donc, Swiss Online Publishing, c'est une entreprise qui est déjà depuis 10 ans spécialisée dans le marketing sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment depuis en fait presque le début des possibilités de faire de la publicité sur les réseaux. Donc, c'est vraiment une entreprise qui a vu très vite le potentiel qu'il y avait derrière ça. Et moi, j'ai la chance de faire partie de cette entreprise depuis presque la moitié de son existence, vu que ça va bientôt faire 5 ans. Je suis donc là-bas chargée de projet et puis je gère l'équipe de production. Et à côté de ça, je fais aussi ce type de contenu ou de webinaire, mais en vrai, dans des conférences à l'IAB qui se situe à Zurich et qui est en fait simplement un organe de formation dans les métiers du marketing. Et je ne sais pas, pour les personnes qui étaient là la dernière fois, vous en rappelez peut-être, mais la dernière fois, on a plus parlé de pourquoi être présent sur les réseaux en tant qu'entreprise et pourquoi maintenant, c'est si important en période de Covid ou de pandémie et de période difficile. Cette fois, la présentation elle est plus basée sur comment on peut créer des tunnels de vente simples pour augmenter vraiment la visibilité et aussi éventuellement, maintenant qu'on est en déconfinement, aussi aller jusqu'à la conversion, donc jusqu'à l'achat sur les réseaux sociaux. D'abord, je voulais simplement un peu récapituler quelques points importants qui introduisent ce thème de la dernière fois. Donc, il y a une ou deux slides que vous avez peut-être déjà vues la dernière fois, mais c'est important, je pense, pour avoir le contexte. Donc, d'abord, pourquoi investir dans la publicité sur les réseaux? Déjà, premièrement, c'est pour avoir la chance d'être vu. Parce qu'on a l'impression peut-être que quand on a, disons, 1000 abonnés sur sa page, on peut après sans problème poster quelque chose sur le réseau et puis ces 1000 personnes vont être informées de ce qu'on aura posté. Mais actuellement, c'est faux. C'est surtout très différent parce qu'en fait, à l'époque, il y a quelques années, bon là on voit sur le petit tableau à droite que ça va jusqu'à 2016, mais en 2012, par exemple, on avait 15% de sa fanbase qui pouvait voir de manière organique les posts qu'on faisait. Actuellement, donc là, en 2016, c'était encore vers 2%, et actuellement, c'est plutôt entre 2. Là, j'ai mis 5% pour être un peu optimiste, mais en réalité, on est bien en dessous de ça. Et donc, vraiment, quand on fait un post en tant qu'entreprise sur sa page Facebook ou même sur Instagram, la portée organique, elle est proche de zéro. Donc, il y a vraiment très peu de personnes qui ont la chance de voir le post. Donc, quand on investit
du temps ou même de l'argent dans une production de contenu, ça fait peu de sens de ne pas le booster derrière parce qu'en fait, finalement, on investit dans du contenu qui ne sera jamais vu, ce qui est qui est vraiment très dommage en fait. En général, on dit à l'agence, à nos clients, on va leur dire qu'il faut au moins mettre la même somme qu'on aura investi dans la création de contenu dans sa distribution pour qu'il y ait au moins 50%, 50%, et même à la limite plus dans la distribution pour vraiment rentabiliser l'argent qu'on a investi dans la création de contenu. Et puis ensuite, pourquoi booster également? Donc c'est pour être vu, mais surtout pour être vu par son public cible. Parce que quand on fait juste de manière organique, on est vu par ses followers. Et ces followers, ce n'est pas forcément les gens qui sont vraiment votre public cible ou qui vont vraiment un jour acheter vos produits. Parce que par exemple, moi, je m'occupe d'Audi. Et bien sûr, on a vraiment beaucoup de followers qui suivent Audi, mais très peu d'entre eux vont vraiment un jour acheter une Audi parce que peut-être qu'ils suivent simplement parce qu'ils trouvent ça joli et qu'ils aiment les voitures, etc. Et c'est un peu la même chose aussi chez les plus petites entreprises. C'est que parfois, peut-être il y a 5 ans, vous avez fait un concours qui stipulait qu'il fallait liker la page et puis on l'a fait et après on a oublié. Ça ne veut pas dire qu'un jour on achètera vos produits. Donc c'est vraiment là important de voir que la publicité, ça vous permet d'aller au-delà des followers et d'aller vraiment vers le public cible. Et ensuite, c'est pour planifier aussi des campagnes, parce que des campagnes de publicité, on peut les planifier en avance. Ça veut dire qu'on peut créer son contenu, décider d'une stratégie pour le distribuer, et puis après le planifier dans le tool, dans l'outil, et ensuite ne plus s'en occuper. Enfin, bien sûr, aller regarder de temps en temps, mais on n'a pas vraiment besoin d'aller activement à chaque fois regarder. Ça peut vraiment être une campagne qui fonctionne après sur une période indéterminée. Ça peut être comme quelques semaines, comme quelques jours, comme quelques mois, ou même toute l'année. Donc voilà, c'était pour un peu resituer pourquoi il faudrait faire de la publicité. Et puis pourquoi dans cette période-là, c'est parce que simplement la plupart des activités qu'on a fait en période de confinement et qu'on continue à faire en période de déconfinement, c'est d'être sur son téléphone portable. Donc, que ce soit pour regarder des films, de regarder les nouvelles ou bien tout ce qui est réseaux sociaux et shopping online, ça se passe tout sur ton téléphone et donc c'est important qu'une entreprise elle soit visible là-bas parce que c'est là que les gens regardent et qu'une vitrine, une réelle vitrine dans la rue, en période de pandémie, c'est pas quelque chose qui nous apporte grand-chose. Donc vraiment la vitrine des réseaux sociaux, c'est là que les gens, c'est là qu'on attrape entre guillemets les gens au mieux actuellement. Ensuite, pour parler du tunnel de vente, je voudrais juste d'abord un peu rappeler ce que c'est en fait un tunnel de vente. Donc ce qu'on connaît le plus, c'est justement ce système d'AIDA, donc Awareness, Interest, Decision and Action. Donc c'est un peu les 4 phases, à travers lesquelles on passe en tant que prospect jusqu'à client. Donc finalement, par exemple, si on prend l'exemple du période de confinement ou même de déconfinement, c'est pas toujours, c'est pas forcément différent. Mais disons qu'en période de confinement, quelqu'un s'est rendu compte que en ne pouvant pas sortir, en ne pouvant pas faire des choses sociales, peut-être qu'il avait envie de s'acheter un vélo. Donc du coup, la première phase par laquelle on passe, c'est la prise de conscience qu'on a peut-être un besoin. Donc on est enfermé, on n'a pas le droit de sortir, on ne peut pas voir des gens. Peut-être qu'on a envie, on n'a pas le droit de voir beaucoup de gens en tout cas, donc on a peut-être envie de faire quelques balades en vélo, mais on n'a pas de vélo. Donc du coup, on commence à regarder quelle entreprise pourrait m'aider sur ce domaine-là, et on commence à réaliser qu'on a un besoin et chercher des solutions pour le combler. Ensuite, on passe dans la phase d'intérêt où on va vouloir en fait comparer les options, regarder qui est-ce qui propose les vélos, quel type, quelle marque, qu'est-ce qui fonctionnerait bien avec ce que j'ai envie de faire comme tour en vélo, par rapport à mon expérience, etc. Et puis ensuite, quand on a fait toutes ces recherches-là, on a finalement une petite présélection de quelques entreprises qu'on aimerait, quelques produits qui nous paraissent intéressants. Et là, en fait, finalement, c'est la meilleure offre qui va l'emporter. Donc, celui qui pourra, à ce moment-là du cheminement du potentiel client, qui pourra offrir les meilleures conditions ou le meilleur prix ou simplement quelque chose qui paraîtra plus joli, tout dépend du client, gagnera à ce moment-là l'offre et c'est là qu'on passera dans la phase d'action où la personne va acheter le vélo en question
et puis l'utiliser. Et donc, en fait, finalement, donc ça, c'est un tunnel de vente classique. On part de quelque chose qui est relativement large à cibler vraiment vers l'action. Et en fait, pour ce même tunnel de vente, on peut le retranscrire finalement sur les réseaux et adapter son message aux personnes qui se situent dans ces différentes phases. Donc, comment on le ferait? Là, j'ai fait un petit exemple. Donc là, j'ai pris que les 3 premières phases parce qu'une fois après la 4e phase, ça peut aussi être quelque chose qui aussi continue à envoyer des messages sur les réseaux. Mais disons que si on reste sur les 3 premières phases, il y a le moment, dans la phase où la personne se rend compte du besoin. Là, ce qui est important en tant qu'entreprise, c'est de sortir du lot. Parce que des gens qui proposent des vélos ou quoi que ce soit d'autre, parce que par exemple, ça pourrait être aussi un autre exemple type, c'est quelqu'un qui se fiance. Au moment où on va se fiancer, on va commencer à organiser son mariage. Donc, on va commencer à regarder tout ce qu'il faut pour le mariage, donc un fleuriste, un endroit, des robes, etc. Et là, en tant qu'entreprise qui proposerait un de ces produits-là, il faut vraiment sortir du lot, être vu, être remarqué, parce que là, généralement, on a toujours de la concurrence sur pratiquement tous les produits, biens et services qu'on propose. Donc, c'est vraiment important de sortir du lot. Et là, on va faire en fait donc une campagne. Donc là, si vous voulez, en fait, chaque focus, ça serait une campagne sur les réseaux. Donc, ça veut dire qu'on ferait 3 campagnes en tout. Et la première serait vraiment le focus sur la visibilité, ça veut dire sur la portée. Donc, on regarderait que notre première campagne aille à un ciblage le plus large possible et aille au plus de personnes possible pour que vraiment on puisse toucher un maximum de gens et du coup se faire remarquer. Une fois que ça c'est fait, donc là ça veut dire dans l'exemple des fiançailles, le ciblage large serait de dire je veux que ma publicité, donc là en l'occurrence on privilégierait vraiment la vidéo parce que c'est la meilleure façon de se faire remarquer et au mieux carré, voire même un peu plus vertical pour qu'on se fasse encore plus remarquer parce qu'il faut vraiment toujours penser qu'on regarde sur un téléphone portable et plus on prend de place sur le téléphone portable, plus on est visible. Donc, on va dire, je veux que mon premier post, ma première vidéo qui va me présenter, simplement dire, moi, je propose, je ne sais pas, des alliances, je ne sais pas, en bois ou quelque chose de spécial. Et puis, et je veux que ça aille à tous les gens qui se sont fiancés ou qui sont fiancés. Donc, ça, c'est un ciblage large. On dit tous les gens qui sont fiancés en Suisse ou dans la région, à Genève ou alors en Romandie. Ensuite, on passe à la deuxième phase. Et donc là, on va faire quelque chose qui doit répondre à ces besoins que je vous rappelle qu'ici, justement, c'est cette prise de conscience et qu'on a un besoin et qu'on doit le combler. Donc, on regarde simplement. Donc là, on doit sortir du lot. Ensuite, les gens, ils ont besoin d'avoir des informations plus précises, puisqu'une fois qu'ils vous ont remarqué, ils veulent savoir qui vous êtes exactement, qu'est-ce que c'est exactement les services ou les produits, quel est vraiment l'avantage, etc. Avoir plus d'informations. Donc, à ce moment-là, on peut sortir un format qui s'appelle le carrousel, qu'on verra après à quoi ça ressemble. C'est plusieurs petites cases, comme ça peut aller jusqu'à 10 cases et 10 liens différents derrière, dans lesquels on va présenter ses produits ou services. Dans l'exemple des alliances, on dirait que dans cette partie-là, dans cette campagne de trafic, dont le but sera donc d'amener les gens sur votre site internet, on montrerait par exemple toutes les alliances qu'on aurait en bois ou en or ou que sais-je. Et là, on commencerait à cibler un peu plus les gens. Donc, on n'irait pas de nouveau sur tous les gens qui sont fiancés, mais on irait uniquement sur les gens qui ont interagi avec votre première vidéo. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont regardé. Et déjà, là, on commence à faire un tunnel qui s'amincit. Et puis ensuite, dans une troisième campagne, dont le but serait la performance, donc de la conversion, quelqu'un vraiment achète vos produits, on ferait un dernier post qui proposerait finalement une offre en fonction de ce qui aurait été regardé dans la campagne précédente. Donc, par exemple, on peut imaginer si la personne a cliqué sur les alliances en or blanc, et puis après, on va faire un post qui va dire l'alliance en or blanc, encore, je ne sais pas,
24 heures, il y a un rabais de temps ou alors il y a une offre spéciale ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on va vouloir vraiment sortir sa meilleure offre pour convaincre les gens d'acheter. Et là encore, le ciblage va être encore plus précis parce que, et ça c'est surtout c'est important d'avoir intégré ça sur son site internet pour pouvoir le faire, c'est ce qu'on appelle un pixel. C'est simplement un code HTML, enfin c'est un texte HTML qu'on va mettre sur son site internet qui est fourni par Facebook, mais pas seulement que par Facebook parce que ce système de pixel existe pour tous les réseaux sociaux, donc pour Snapchat, pour Pinterest, pour LinkedIn, etc. Et après, on intègre cet HTML sur son site internet. C'est très simple, ça dépend avec quoi vous avez votre site internet, mais par exemple dans tous les systèmes comme Wix, etc., c'est une implémentation qui est vraiment simple. Ça ne demande pas de grandes connaissances. Et puis en général, c'est expliqué sur chaque réseau comment le faire. L'avantage de ce pixel, il est énorme, c'est qu'on va pouvoir traquer en dehors du réseau social, quel qu'il soit, que ce soit Facebook, LinkedIn et autres. On va pouvoir savoir, ce réseau social va pouvoir savoir ce que les gens sont allés regarder sur votre site. Donc, quelle page ils ont visité. Ça veut dire que sur la base de ça, vous allez pouvoir adapter vos publicités en disant la personne qui serait allée voir les alliances dans tel matériel, on va lui envoyer ce post-là avec le visuel de ces alliances-là. Et puis, et ainsi de suite. C'est le même concept que Zalando utilise énormément, à savoir que quand on a été sur leur site et qu'on a regardé un certain article, on le retrouve partout sur les réseaux parce qu'ils savent exactement quel vêtements vous avez regardé. Donc après, ils n'ont plus qu'à vous les remontrer partout. Et puis, normalement, le pixel, on peut même aller si loin qu'on peut savoir quand est-ce que la personne a acheté. Par exemple, si c'est un site marchand et qu'on peut directement acheter sur le site. Et donc, du coup, peut-être dire, une fois que la personne a acheté, on ne va plus lui montrer les publicités concernant la dernière campagne. Une fois qu'elle a acheté, on ne va peut-être pas l'aider avec encore X pubs pour acheter le produit qu'elle a déjà acheté. Donc ça, c'est un peu l'idée relativement simple de faire 3 campagnes qui vont répondre à ces 3 étapes du tunnel de vente. Et par campagne, on peut ne faire qu'un post. Par exemple, là, j'ai fait un petit exemple maintenant avec notre entreprise, mais c'est totalement faux, ce n'est pas des vrais posts. J'ai juste fait des mock-ups pour vous montrer. Ça voudrait dire que si, par exemple, imaginons que le produit, c'est justement un webinaire comme aujourd'hui, et puis j'ai envie de faire un petit tunnel de vente parce que j'aimerais amener les gens à s'inscrire. La première post, ce serait une vidéo qui expliquerait qui nous sommes, donc experts dans le marketing sur les réseaux sociaux depuis tant d'années, en période de confinement, de partager avec vous notre savoir à travers un certain nombre de webinaires gratuits, par exemple. Une petite vidéo, je vous expliquerai plus tard qu'est-ce qui est important à voir dans les vidéos, parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération. Et puis, ensuite, on sort ça à toutes les personnes qui auraient, par exemple, des intérêts pour le marketing digital. Si c'est ça notre cible. On peut aussi cibler les personnes qui travaillent par différentes industries, qui travaillent par exemple dans l'industrie, je ne sais pas, des biens et services ou de la beauté. Après, ça dépend du but derrière et du public cible qu'on décide de targeter. Ensuite, les personnes qui auraient vu cette vidéo, on peut en faire un groupe qu'on va recibler avec ce que je vous expliquais, le carrousel. Donc, c'est ce format-là où il y a vraiment des petits carrés et puis chacun des carrés a une photo et avec un lien derrière qu'on va pouvoir, qui est différent qui peut être en tout cas différent d'une image à l'autre. Et par exemple, là, je pourrais montrer, voilà, nous, on a un large choix de webinaires. Et ça va du tunnel de vente au community management, à l'explication simplement même comment fonctionne une page sur les réseaux ou différentes choses comme ça. Et puis après, je montre tout ce que je propose comme webinaire. Là, les gens qui auraient vu la première vidéo se rappellent « Ah, mais j'avais déjà vu ça il y a quelque part, etc. » Parce que je vais prendre aussi des gens qui ont regardé peut-être une certaine longueur de la vidéo.
On peut choisir ça. On peut définir que ça peut être 3 secondes, 10 secondes. On peut ensuite aller jusqu'à 25% de la vidéo, 50% de la vidéo, 75%, etc. Jusqu'à 100% de la vidéo. Et on peut décider quel groupe, qu'est-ce qui pour nous est un engagement suffisant. Ensuite, on décide, par exemple, disons que moi je vais dire 10 secondes, ça me paraît beaucoup, sur une vidéo qui, on le verra par la suite, est généralement longue de 15 secondes. Je me dis 10 secondes, regarder 10 secondes de vidéo, c'est déjà un engagement. Donc, toutes les personnes qui ont vu 10 secondes de la vidéo de la première campagne vont voir le carrousel de la seconde campagne. Si sur ce carrousel, ils cliquent quelque part, ils vont arriver sur notre site. Là-bas, il y a le pixel qui va les reconnaître. Donc, il va savoir qu'ils ont cliqué dessus. Du coup, je me dis, voilà, là, le but, c'est vraiment que les gens cliquent. Un carrousel, ce qui est pratique aussi, c'est qu'il y a beaucoup de clics possibles, vu qu'il y a beaucoup d'images. Et du coup, il y a plus de possibilités, donc il y a plus de clics. Ensuite, je diminue de nouveau le ciblage dans la dernière phase où je vais proposer, inscris-toi maintenant au webinaire en envoyant sur un lien pour l'inscription. Et là, je ne vais pas montrer, pareil, je ne vais pas aller montrer ça à tous les gens qui sont intéressés aux réseaux sociaux, etc. Non, je vais vraiment aller sur les gens qui ont vu les pages que j'ai mis en lien dans le carrousel précédent. Donc, par exemple, si j'avais fait une page exprès sur le site internet concernant le webinaire tunnel de vente, je dirais, toutes les personnes qui dans les derniers 10 jours, 15 jours, etc., ont été sur ce site internet, sur cette page, j'aimerais les recontacter avec ce dernier post où je leur dirais, maintenant, inscris-toi, c'est gratuit, c'est maintenant, ça commence demain, ou n'importe quoi comme offre encore plus alléchante que je pourrais trouver. Là, dans la dernière partie, c'est important que le post il y ait aussi peu de clics possible jusqu'à la conversion, donc jusqu'à l'achat ou jusqu'à l'inscription. Ça veut dire que le mieux encore, ça serait vraiment que dès que je clique là, j'arrive sur le formulaire qui va me permettre de m'inscrire. Ou il y a même aussi, mais ça c'est un format différent, que Facebook propose qui s'appelle Lead Ads, enfin Instant Experience Lead Ad. Et dans le cas, on peut vraiment avoir le formulaire directement sur Facebook. Ça veut dire que quelqu'un qui cliquerait là-dessus resterait sur Facebook, n'irait pas sur une page externe et pourrait directement remplir le formulaire d'inscription sur Facebook même. L'avantage de ce genre de choses, c'est que déjà, il y a moins de clics, donc moins de personnes qu'on perd en cours de route, parce que plus on a de clics, plus on perd les gens. Et aussi que Facebook connaît la plupart des informations sur les gens, donc ils n'ont pas forcément besoin de réécrire toutes les informations, parce que l'adresse mail, en général, Facebook la connaît, donc elle est déjà dedans, le nom, pareil, etc. Donc ils n'ont plus qu'à adapter les quelques informations qu'on a besoin d'eux pour l'inscription, par exemple. Donc ça, c'est un exemple plutôt simple. Et même pour vous, justement, ça veut dire que vraiment, vous pouvez faire un tunnel de vente avec 3 posts, qui est quand même c'est quand même pas énorme comme travail derrière. Et puis ça, une campagne comme ça peut quelque chose que vous allez avoir en ligne, peut-être que ce soit pendant quelques semaines ou une saison, par exemple. On pourrait s'imaginer ce genre de choses pour une saison, si la saison d'été, c'est votre saison dans votre industrie, de le faire simplement sur la saison d'été ou de faire un mois avant la Saint-Valentin, si vos produits font sens par rapport à la Saint-Valentin, ou 2 mois avant Noël. Bon, Facebook, en général, dit que son tunnel de vente pour Noël, il faut le commencer en septembre. Mais parce que les prix augmentent au niveau à partir de décembre, on a des prix beaucoup plus élevés dans la publicité, parce que forcément, c'est Noël et il y a beaucoup de gens qui font de la publicité là-dedans. Maintenant, on peut se demander, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité en fait de ciblage quand on fait ça? Parce que là, j'ai parlé de reciblage par rapport à ceux qui auraient vu la vidéo, j'ai parlé des gens qui auraient été sur le site internet, et puis des gens qui auraient été par exemple fiancés ou qui auraient un intérêt dans le vélo ou dans le digital. Mais il y en a beaucoup d'autres en fait. Et ces centres d'intérêt, enfin ces ciblages-là, on peut les retrouver plus ou moins presque pareil sur toutes les plateformes, tous les types de réseaux sociaux. Donc on a bien sûr la géographie, le micro ou macro ciblage qui peut aller vraiment d'un pays entier à un simple code postal. On le verra dans la slide suivante, on a vraiment un exemple comment on peut très très particulièrement cibler une région toute petite, aussi petite soit-elle.
Et ça fait du sens quand, par exemple, on sait que son propre service, on ne va pas faire, par exemple, une boulangerie, il n'y a personne qui va faire 20 km pour aller dans une boulangerie, alors à moins qu'elle soit extrêmement renommée. Mais du coup, on n'a pas besoin de faire un ciblage sur tout Genève si on est simplement dans un quartier. On peut simplement faire de la publicité dans le quartier dans lequel on est. Ensuite, la démographie, donc âge, genre, éducation. Donc, l'éducation, ça veut dire niveau d'éducation. La langue, les finances. Après, par exemple, la finance, c'est des ciblages qu'on aura plus sur LinkedIn que sur Facebook. Et puis, les événements marquants, c'est ce que je vous disais avec les fiançailles, par exemple. On peut avoir des événements marquants comme les fiançailles, les déménagements, les ruptures, la situation amoureuse, la parentalité. On peut aussi cibler les parents de manière générale, ou les parents qui auraient des enfants dans certains âges. On peut dire parents d'un nouveau-né, parents d'un adolescent, etc. Tout ça, c'est des choses qui existent comme ciblage. Et puis, ensuite, les centres d'intérêt. Donc, il peut y avoir simplement des catégories, des gens qui sont intéressés à tout ce qui serait food, ou shopping, ou fashion, etc. Ou alors, on peut même aller dans des intérêts encore plus spécifiques, comme celle d'une marque. Dans le cas d'Audi, par exemple, on peut dire les gens qui sont intéressés à la marque Audi. Bien sûr, pour les plus petites marques, il n'y aura pas cette possibilité, parce qu'il faut avoir quand même une certaine taille pour pouvoir être un centre d'intérêt dans ces réseaux-là. Ensuite, il y a aussi le comportement. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi avoir quelque chose par rapport à des gens qui seraient en voyage. Par exemple, si nos services sont adaptés aux touristes, ça fait du sens de targeter sur les gens qui seraient de passage à Genève, par exemple. Ou les gens faisant le ramadan, si nos services ont un sens pour ce public cible-là, ou les fans de foot. Aux États-Unis, on peut même cibler aussi par affinité politique, etc. Et donc ça peut être intéressant si les produits qu'on propose ont un sens pour ces gens-là. Ensuite, la connexion. Donc là, justement, on peut effectivement montrer ses posts ou sa publicité uniquement à ses followers. Chose que nous, on déconseille plutôt parce que justement, les followers, comme je disais avant, ce n'est pas forcément les gens qui vont acheter. Donc, c'est peut-être plus sûr de partir sur des gens qui auraient vraiment des intérêts dans vos services ou des comportements qui montrent qu'ils ont un intérêt. Mais on peut aussi, si vous avez des applications, si vous avez créé des applications, il y a aussi des codes qu'on peut mettre sur l'application, dans le code source de l'application, et qui vont permettre de traquer également le comportement des gens dans l'application elle-même. Encore une fois, en période de confinement, beaucoup de gens ont été sur les applications de rencontres et du coup, voient aussi beaucoup plus de publicité pour ces mêmes applications de rencontres sur les réseaux parce que les applications savent ce qu'elles font ce que les personnes font sur les réseaux, enfin sur leur application, pardon. Ensuite, les personnes intéressées à votre événement, si vous avez fait des événements Facebook par exemple, vous pouvez ensuite retargeter les gens qui avaient exprimé un intérêt en appuyant going ou bien intéressé, et puis leur envoyer un post pour le prochain événement par exemple. Et le dernier, le public cible personnalisé, c'est un peu ce que je vous disais avant par rapport aux gens qui auraient vu une vidéo, etc. Et ça, c'est vraiment, en général, les ciblages qui fonctionnent le mieux. Tout simplement parce qu'ils sont liés à un comportement. Parce que souvent, dans le marketing, on a toujours un peu une persona, un type, on se dit, mon public cible, il est âgé, il a entre tel et tel âge, c'est plutôt des femmes, c'est plutôt des hommes, c'est plutôt ci, c'est plutôt ça, etc. Mais il y a souvent un énorme gap entre qui on pense être nos publics cibles et qui vraiment achète nos produits. Encore une fois, un exemple d'Audi, une A1 par exemple, elle va être positionnée très jeune, mais ce n'est pas les mêmes jeunes qui vont pouvoir se payer une A1, tout simplement parce que ce n'est pas un budget qu'ils peuvent avoir quand on a 20 ans ou quelque chose comme ça. Bon, ça dépend de qui, bien sûr, mais parlons de manière générale. Et puis, donc c'est pour ça que ces publics cibles personnalisés fonctionnent très bien parce que ça, on ne parle pas on part pas avec des a priori. On se dit simplement, cette personne est sur mon site internet. Donc, ça veut déjà dire qu'elle est intéressée. On peut même dire, cette personne est sur telle page de mon site internet. Elle est sur ce service. Elle est sur cette page qui parle de ce produit-là. Donc, on peut vraiment se dire, ça, c'est des preuves concrètes qu'il y a un intérêt. Donc, autant aller essayer de convaincre des personnes qui expriment déjà un intérêt plutôt que de convaincre des gens
qui n'ont encore rien fait avec votre site internet ou avec votre marque ou votre entreprise. Ensuite, on peut intégrer aussi sa liste de clients. Si on a déjà une liste de clients et qu'on veut pouvoir communiquer avec eux sur les réseaux et leur envoyer des publicités, c'est quelque chose qu'on peut intégrer. Alors oui, souvent, il y a la question de la sécurité par rapport aux données, etc. Bien sûr, il faut se fier à ce que Facebook dit. Facebook dit que ces données-là, et pareil pour LinkedIn, que ces données-là sont cryptées et qu'on ne peut pas savoir exactement, qu'on n'a pas vraiment des infos là-dessus sur qui c'est exactement. Mais c'est au moment où on le charge la liste, ça serait crypté. Après, si ça, dans quelle mesure c'est vrai ou pas, on a vu que parfois il y avait quand même des couacs, mais c'est en tout cas la position officielle. Ensuite, on peut aussi dire les gens qui ont des activités spéciales sur votre application ou qui ont regardé vos vidéos, comme je l'ai expliqué avant. Et un autre point important, c'est les lookalikes. Lookalikes, ça veut dire qu'on va pouvoir dire ok, alors ces personnes ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, donc ça paraît que c'est des gens très intéressés. Et maintenant, j'aimerais que ce réseau social, que ce soit Facebook, LinkedIn ou n'importe, me trouve des personnes qui sont proches de ceux qui ont interagi avec mon contenu. Donc, parce que la logique derrière, c'est de penser que des personnes qui sont proches, qui sont des gens plutôt similaires à ces personnes qui ont interagi avec notre marque, pourront également interagir avec notre marque par la suite. Donc ça, les lookalikes, c'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien. Donc ça, c'est par rapport au ciblage. Je voulais juste vous montrer encore le ciblage très local qu'on peut faire. Là, j'ai fait une petite vidéo. Donc justement, la Suisse, on peut mettre une région. Maintenant, j'ai pris la ville de Lausanne. Je peux estimer combien de c'est des miles, mais ça peut être des kilomètres, bien sûr. Autour, on peut choisir un endroit spécifique. On peut choisir une rue. Là, plus tard, je crois que j'ai mis le Flon. On peut dire ma publicité, elle sera visible que dans la région du Flon. Et puis, on peut ensuite là-bas aussi choisir, est-ce qu'on veut targeter tous les gens qui sont dans cette partie-là, ou est-ce que ceux qui vivent là-bas, ou alors ceux qui ont été dernièrement là-bas, ou ceux qui ont voyagé dans cette région. Et tout ça, c'est des ciblages qu'il faut faire en fonction de ce qui fait sens pour votre produit, bien entendu. Ensuite, il y a des outils qu'on peut... parce que je pense que pas mal d'entre vous vont se dire, oui, bon, faire des vidéos, c'est coûteux, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Peut-être que j'ai fait une vidéo qui a 10 ans et puis qui maintenant qui date un peu. Et puis comment je vais faire? J'ai pas forcément le budget pour réinvestir dans une production vidéo qui est quand même qui peut avoir un certain budget. Là, il y a Facebook qui a proposé un tool qui permet en fait, sur la base de plusieurs photos, mais on peut même commencer avec juste une photo, de faire des vidéos de ça. Et du coup, vous pouvez créer, là j'ai fait aussi une petite vidéo là, vous avez différents templates qui vous permettent avec simplement des photos, votre logo, et vous allez pouvoir mettre du texte aussi, de créer des petites vidéos sympas qui auront déjà un impact, sur un impact plus important que si vous avez juste une photo sur. Ça, c'est vraiment des tools qui sont importants à utiliser, puis on peut vraiment... si on a un peu envie de tester, puis on a un peu l'esprit créatif, on peut faire des choses plutôt sympas. On peut rajouter du texte, déplacer le texte, on peut mettre son logo, etc. etc. Et donc, bien sûr, c'est des templates. Donc, forcément, si on en utilise un, on n'est pas le seul à utiliser ces templates-là, ça c'est bien sûr. Mais bon, si on le personnalise suffisamment avec des photos, avec peut-être justement différentes, on peut mettre sa propre couleur, peut-être de l'entreprise, déplacer le texte, etc. On peut faire quelque chose de plus avec pas trop non plus de connaissances techniques. Et puis on peut faire justement des photos, des vidéos carrées, ce qui est de toute façon mieux. Et puis aussi on peut même faire des vidéos en format story vertical, ce qui va aussi permettre d'aider pour la publicité, parce que c'est important que la vidéo elle soit toujours, pas forcément la vidéo, mais que la publicité elle soit toujours adaptée au placement qu'on va utiliser. Quand on est dans une story, je pense que vous avez souvent vu ça aussi, il y a des publicités qui sont dans des stories et puis en fait on voit que ça n'a pas été adapté pour ça. Parce qu'on a l'image qui est toute petite au milieu, on a le texte qui commence un peu après puis qui est coupé. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément une bonne expérience pour la personne qui regarde du coup la publicité. Elle ne va pas forcément comprendre et ça ne va pas l'impacter comme ça devrait. Ensuite, je voulais vous dire encore quelques petites choses par rapport aux vidéos qui sont importantes. Donc,
ce qui est important dans une vidéo quand on le fait sur les réseaux, c'est d'être concis. En 15 secondes, il faut être capable de dire à la personne qu'est-ce qu'on veut exactement lui communiquer. L'histoire qu'on veut communiquer, on doit pouvoir la résumer en 15 secondes. Et sur ces 15 secondes, en 3 secondes, on doit comprendre de quoi il s'agit et avoir envie de continuer à regarder. Parce qu'on sait, aujourd'hui, et ça c'est sur tous les réseaux pareil, les gens, en 3 secondes, ils savent s'ils vont continuer à scroller ou s'ils vont s'arrêter. En même moins que ça, en fait. Mais dans les 3 premières secondes d'une vidéo, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Et du coup, ça demande à repenser en fait la structure d'une vidéo parce au moment où, quand on faisait les publicités qui passaient par exemple au cinéma, bah, il y a la tension qui monte. À un moment, il va y avoir une action qui va se passer, puis ensuite il y aura une chute. Et puis les personnes ont regardé toute la publicité parce qu'on est au cinéma, qu'on est assis, et puis qu'on a un grand écran, etc. Mais sur un téléphone portable, l'attention elle est tellement rapidement perdue qu'il faut vraiment qu'en quelques secondes, on puisse appeler la personne, elle puisse se dire « Ah ben, ça fait du sens pour moi ce que je vois. Et j'ai envie de regarder plus. » Donc ça doit vraiment être très très rapide. Le tempo aussi de la vidéo doit être rapide, ça ne peut pas tirer en longueur. Ou alors si on veut tirer en longueur et qu'on veut raconter quelque chose de plus long, de un, ça ne va pas forcément être une publicité, et ça sera plutôt un contenu. Et de deux, on le mettra plutôt sur des plateformes comme YouTube, où on va plus passer de YouTube. C'est un peu comme la nouvelle télévision, on passe plus de temps sur YouTube. Donc sur YouTube, c'est peut-être plus l'endroit pour faire des longues vidéos, moins publicitaires en fait. Mais si on veut faire de la publicité, c'est vraiment, il faut aller dans le court, le rapide, il faut que ce qu'on veut dire, ça puisse être rapidement communiqué. Et ensuite, la vidéo, elle doit être minimum au carré. Donc, on s'éloigne du 16/9, donc qu'on aurait, par exemple, sur un écran de télévision. Et on va vraiment vers du minimum carré, voire même 4-5, ce qui est un peu plus haut, un peu plus vertical que carré. Ou même les stories. Donc là, on prend tout l'écran parce qu'on a la chance, déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps pour convaincre les gens sur les réseaux, autant prendre tout l'écran. Parce que il y a un moment, il faut qu'on se fasse remarquer, il faut que les gens se rappellent de nous, et donc il faut prendre de la place. C'est pour ça que c'est vraiment important que la vidéo, même ça c'est aussi le cas pour une photo, mais disons qu'une photo, ce sera plus difficile de vraiment expliquer ce qu'on veut dire avec une simple photo statique. Et puis, vraiment aller directement, straight to the point, et vraiment expliquer qu'est-ce qu'on veut, pas faire trop d'intro, d'outro, etc. Vraiment expliquer, moi je propose, voilà qui on est, voilà ce qu'on propose, et voilà pourquoi vous devriez nous choisir, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire, et ça doit vraiment venir très vite, on doit comprendre très rapidement. Parce qu'en fait, souvent on pense, oui, mais en haut, c'est écrit le profil, etc., et le nom. C'est vrai, mais les recherches qu'on a pu faire, enfin comme même Facebook, etc., ont fait, savent que l'œil de la personne qui regarde le feed, elle est toujours sur les visuels. C'est là qu'on regarde en premier. Ensuite, si le visuel nous est attractif, on va éventuellement regarder le texte qui est juste au-dessus. Et si là, on se dit, ah ben tiens, c'est intéressant, on va éventuellement regarder qui est le profil qui se cache derrière. Mais ce qu'on va voir en premier, c'est le visuel. Donc la publicité, donc que ce soit la vidéo ou la photo. Donc là-bas, il faut que ce soit clair quelle est la marque et quels sont les produits qu'on propose. Ensuite, dernier point important, il faut que la vidéo soit compréhensible sans son, mais que l'expérience soit encore mieux avec. Dans le sens où la plupart des gens, quand on regarde son téléphone, on est dans les transports, on est entre deux rendez-vous, on n'est pas forcément posé, on ne se dit pas forcément bon, je vais écouter le son, etc. Donc il faut que très rapidement on puisse comprendre de quoi il s'agit. Et si quelqu'un parle, par exemple dans la vidéo, il faut toujours mettre des sous-titres. Parce qu'il faut qu'on puisse comprendre la vidéo sans écouter le son. Et puis, si on met le son, c'est encore mieux si on peut avoir les gens qui parlent, leur voix, etc., bien sûr. Mais il faut que ça puisse être compréhensible, en tout cas sans son, et ça c'est vraiment important. Parce que l'engagement de mettre les écouteurs, d'aller chercher au fond de son sac, d'enclencher le son, etc., ça veut vraiment dire qu'on est extrêmement intéressé. C'est vraiment la grande minorité
des gens qui vont faire ça. Ensuite, à retenir, donc justement, c'est qu'en période de confinement ou de déconfinement, ben, c'est toujours important de garder son lien avec son public cible, parce que finalement, le téléphone, actuellement, c'est notre meilleur moyen, si ce n'est en période de réel confinement, le seul, d'entrer en contact avec ses clients et son public cible. Et donc, c'est vraiment important de garder ce lien avec ses clients qu'on a déjà pour les garder et de faire de la publicité pour gagner des nouveaux clients quand ça sera le déconfinement pour l'industrie dans laquelle on travaille ou même pour simplement, si c'est déjà possible de vendre ses biens et services, de le faire pendant le confinement, de gagner de profiter de ce moment aussi pour gagner des nouveaux clients. Pardon. Ensuite, la portée organique est en chute libre, donc c'est vraiment important de payer pour être vu. Ça peut paraître un peu je sais pas, triste de dire ça, mais finalement, les réseaux sociaux sont devenus comme tous les médias, et dans n'importe quel média, que ce soit un média papier, télévisuel ou digital, pour être vu, bah, on paye. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est maintenant très démocratisé aussi sur les réseaux sociaux. Ensuite, le format vidéo, un format qui va de toute façon vous aider au début du tunnel de vente à vraiment capter l'attention des gens. Et en plus, l'autre avantage, c'est que vous allez pouvoir retargeter les gens qui ont vu la vidéo. Ce qui ne va pas être possible, par exemple, si vous avez juste une image, on ne va pas pouvoir faire un public cible en disant la personne qui a vu mon image. Ça, ce n'est pas un targeting, un ciblage qui est possible. Donc vraiment, la vidéo, ça permet d'ensuite continuer à faire ce tunnel de vente et à cibler de plus en plus les gens qui pourraient être intéressés à vos produits. Donc ça, c'est ça surtout la stratégie qu'il y a derrière le fait d'utiliser la vidéo comme premier format de vos tunnels de vente. Ensuite, du coup, la communication au système du tunnel de vente classique, non AIDA. Et puis finalement, savoir que les ciblages sur les réseaux peuvent être très précis, et encore plus quand on traque les gens sur son site internet et tout ce qu'ils font là-bas. Mais aussi, plus c'est précis, plus le public cible que vous allez vouloir atteindre est petit, plus ça va être cher de les atteindre. Parce que si on veut atteindre une vingtaine de personnes, ça va être très compliqué pour l'algorithme de les trouver. Il faut que ces personnes elles soient sur les réseaux à ce moment-là, etc. Donc, c'est pas forcément aussi facile que ça. Donc, plus le public cible est petit, plus ça peut devenir cher. Donc, il faut vraiment trouver un peu la balance entre quels sont les ciblages qui font vraiment du sens pour mon produit, ma campagne, le but que je poursuis, et où est-ce que je vais un peu exagérer le ciblage, où ça va être un peu trop précis. Parce que si ça ne sert à rien d'avoir non plus un ciblage, c'est pour avoir 2 personnes à la fin, à la fin du ciblage. Donc, il faut quand même... Et ça peut être au début très attractif de voir toutes ces possibilités de ciblage et se dire, je vais faire ça, puis je vais tester ci, puis je vais tester ça. C'est vrai, de toute façon, tester, c'est toujours la meilleure façon d'apprendre. Mais plutôt quand même rester sur quelque chose, justement, un tunnel de vente qui va se baser sur le comportement des gens. On aura plus de résultats que si on se base sur des données démographiques, géographiques. Géographique, c'est quand même important parce que si votre service est extrêmement loin de votre public cible, ça ne va pas avoir de sens non plus. Mais la démographie, je dirais que ce n'est pas forcément la première chose importante. Le comportement est bien plus important. Et puis voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous avez mes données. Et puis on a fait, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais Swiss Online Publishing, on est basé à Zurich. Mais comme je suis genevoise, j'ai fait le nécessaire pour qu'on puisse aussi avoir maintenant notre site en français. Donc si vous voulez regarder, il est totalement traduit. Et puis on a des exemples aussi de ce qu'on a pu faire. Donc voilà, je crois qu'en plus, je suis dans les temps, donc je suis ravie. Merci beaucoup Myriam pour cette présentation. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Donc, pour celles et ceux qui souhaiteraient intervenir, n'hésitez pas à lever la main virtuelle ou simplement à poser vos questions sur le chat, donc dans la partie questions et réponses. Je les lirai à haute voix au fur et à mesure pour que Myriam puisse y répondre. Donc, je vois que nous avons déjà une question de Christina qui demande quel est le taux de conversion en général pour des campagnes sur Facebook.
Alors, ça dépend tout de ce qu'on entend par conversion. Ça dépend de ce qu'on définit comme une conversion. Par exemple, s'il y a des gens qui vont trouver que le fait de donner ses coordonnées, de remplir un formulaire, ça va être une conversion. Ensuite, il y en a d'autres qui vont trouver qu'un clic sur le site internet, ça va être une conversion, ou qu'un achat, c'est une conversion. Ça dépend vraiment. Je ne peux pas le dire complètement comme ça, ça ne peut pas être généralisé en fait pour tous les types de conversions. Mais en général, en utilisant ce type de tunnel de vente, on peut se retrouver à des prix par conversion. Par exemple, si maintenant je prends un exemple d'Audi avec des… Là, cette stratégie que je vous ai montrée, on fait exactement la même pour, par exemple, avoir des essais sur route sur les différents modèles d'Audi sur les réseaux. Et on peut avoir des conversions d'essais sur route pour un prix d'environ une cinquantaine de francs. Donc, ça veut dire qu'on a une essai sur route pour Audi, c'est quand même quelque chose qui… Enfin, quand on est dans la voiture en général, on a plus de chances de l'acheter. Donc, ça, c'est vraiment un prix par conversion qui est relativement bas. Après, le pourcentage, ça dépend vraiment de la conversion. C'est pas quelque chose que je peux dire de manière générale. Merci beaucoup, Myriam. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas vraiment à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. On a encore le temps pour y répondre. Ah, alors j'ai Richard qui lève la main virtuelle, donc je vais lui permettre de parler. Richard? Un petit problème technique. On n'entend pas Richard. Voilà. Richard, il faut que vous mettiez le son. Il faudrait que vous activiez le son, que nous puissions vous entendre. Voilà, parfait. C'est bon? Oui, c'est parfait. Oui, c'est juste les coûts de toutes ces procédures-là, on ne les a pas vues. Ça coûte combien faire ces campagnes? Oui, c'est une très bonne question. Alors, ça dépend du réseau. Sur Facebook, on peut commencer une campagne. Donc maintenant, juste pour une campagne, je dirais. Donc pour un post, on a un minimum d'1 franc par jour. Ça veut dire, bon, ça veut bien sûr dire avec 1 franc par jour, on n'aura pas des performances incroyables, mais ça veut surtout dire qu'on peut commencer avec des petits budgets et voir après en fonction si ça fonctionne, etc. Donc le tunnel de vente, comme je l'ai expliqué, ça voudrait dire que c'est 3 campagnes, donc ça ferait 3 posts. Ça veut dire qu'on pourrait débuter ce type de tunnel de vente avec 3 francs par jour. Et ce qu'on conseille en général, c'est un minimum de 4 à 5 francs par jour. Là, on peut avoir vraiment des performances qui sont intéressantes. Mais si on veut essayer, on peut commencer avec 1 franc par jour par campagne, par poste. Donc, enfin, par campagne surtout. Donc là, un tunnel de vente comme ça, il commence à 3 francs par jour. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai des questions qui s'affichent. J'ai une question de Sophie qui demande, alors, mon compte perso avec aucune publication a plus de followers et que le pro qui a des publications. Comment cela est-il possible? Voilà, alors comment est-ce possible que j'ai des demandes de followers de mon compte perso Instagram avec aucune publication? Comment ça marche? Après, il y a plein de types un peu robots comme ça. Enfin, bon, déjà, il peut y avoir des gens qui vous connaissent sur les réseaux, par exemple, qui sont connectés avec vous sur Facebook et qui vont vous voir comme possibilité, qui vont vouloir vous ajouter quand ils vont arriver sur Instagram. Ça, c'est déjà une possibilité. Ensuite, il y a plein de robots qui passent aussi leur temps à adder des gens et puis les unfollow et puis les refollow, etc. Parce que pour eux, ça leur fait de l'activité et c'est aussi à l'époque, maintenant un peu moins parce qu'Instagram fait plus attention, c'est aussi une façon de gagner en visibilité sur Instagram, d'être très actif, d'aller ajouter des gens, etc. etc. Et puis après, ça dépend aussi où est-ce que vous avez autrement mis votre Instagram. Par exemple, des gens qui utilisent
les applis de rencontre, par exemple. Ils peuvent avoir noté leur Instagram là-bas et puis les gens peuvent les ajouter par ce biais-là. En général, c'est plus aussi soit le réseau qu'on a sur d'autres plateformes qui nous retrouvent là-bas, soit ce côté un peu robot qui va aller faire ces recherches un peu automatiquement sur les réseaux pour pouvoir augmenter leur activité à eux, en fait. Merci. Alors, j'ai d'autres questions d'une personne qui demande que signifie la portée organique. La portée organique, c'est les gens qu'on va… Si vous voulez, il y a deux choses, il y a deux mots importants quand on fait une publicité. Il y a la différence entre la portée et les impressions. La portée, c'est les gens uniques qu'on va atteindre avec nos publications. Par exemple, si je dis que j'ai une portée de 600, parce qu'en général, c'est écrit en dessous du post sur Facebook, et par exemple, on peut dire, ben voilà, une portée organique, elle aura été de 200 personnes. Donc, ça veut dire que 200 personnes ont vu mon post. Mais l'impression, ça va peut-être être 3 fois plus. Mais parce qu'en fait, une impression, c'est combien de fois ce post est arrivé dans le feed de quelqu'un. Mais elle peut arriver plusieurs fois dans le feed de la même personne. Donc, ça explique la différence entre impression, c'est combien de fois le post est montré dans un feed, et portée, c'est vraiment combien de personnes uniques ont vu la publication. Et donc, on peut avoir vraiment, là, pour les personnes qui auraient vu le séminaire précédent, on pouvait voir qu'entre un post, bon, c'était du coup d'audit, donc forcément, ce n'est pas des portées que tout le monde peut atteindre, mais entre un post organique, donc vraiment quelque chose qu'on n'aura pas payé. Ça veut dire que c'est comme quand nous, on fait des posts sur notre Facebook privé, on ne paye pas pour que Facebook le montre à nos amis. Ça, c'est un post organique. C'est juste quand on écrit, qu'on met une petite photo, qu'on écrit un statut et qu'on publie, ça, c'est un post organique. Et la portée qu'on a là, elle est 10 fois moins grande, mais enfin, ça dépend du budget qu'on met derrière, mais elle peut justement arriver à maximum 2% des gens qui vous suivent. Donc, elle est extrêmement basse par rapport à si on paye, ben, forcément, on augmente cette portée de manière conséquente. J'ai un participant, bonjour Fabien, qui demande en B2B, société de services, voyez-vous un autre réseau que LinkedIn? Alors, LinkedIn, c'est bien. Par contre, c'est très cher. Tout à l'heure, je disais que sur Facebook, on peut commencer avec 1 franc par jour pour une campagne. Sur LinkedIn, on est plutôt à 25 francs par jour de budget. Donc, ce n'est pas du tout le même budget. Du coup, on peut utiliser Facebook parce que même si c'est des privés, enfin déjà de toute façon, toutes les personnes dans le B2B, on reste quand même des personnes. Donc, à un moment, on est quand même aussi sur d'autres réseaux. Et puis, et après, on peut vraiment les atteindre aussi de cette façon-là en disant justement qu'ils travaillent dans les industries. Bon, c'est sûr que le ciblage sur Facebook est moins porté sur le professionnel, mais sur Facebook, si on fait de la publicité là-bas, on n'est pas seulement sur Facebook, c'est ce que j'explique dans le webinaire précédent, c'est que sur Facebook, quand on fait de la publicité sur Facebook, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur tout leur network, Audience Network, et on est sur Messenger. Et Audience Network, ça va nous permettre de sortir complètement de l'univers de Facebook. On va pouvoir être sur des applications, sur des 20 minutes, sur des… Enfin, 20 minutes, je n'ai pas vérifié que c'était dans les… Mais probablement sur tous les trucs, beaucoup d'applications et de sites internet, des news. Aussi des applications comme TikTok, comme Tinder, comme plein d'autres applications aussi bon pour les plus jeunes. Mais ça peut être aussi un biais de sortir de l'univers Facebook et de profiter en même temps des mêmes prix que vous aurez sur Facebook, qui sont clairement plus concurrentiels que LinkedIn. Bien sûr, il y a Xing, mais ça, alors, c'est un peu… c'est plus vraiment de l'actualité, je dirais. Et puis, professionnellement, c'est vrai qu'il y a… Enfin, vraiment, si on veut rester dans le côté professionnel, il n'y a pas grand-chose d'autre. On peut aller sur Twitter aussi, éventuellement, mais qui n'est pas forcément très fort en Suisse non plus, et qui est plus porté sur l'industrie des médias et de l'actualité. Mais ça, c'est une possibilité. Et puis après, effectivement, justement, partir du principe qu'en général, on a tous, même si on a tous une vie professionnelle, on est tous aussi à un moment sur Instagram, sur Facebook, sur Messenger et sur toutes les autres plateformes qui font partie de ce network de Facebook.
Et donc, on peut aussi simplement mettre de sa publicité là-bas et atteindre ces gens par ce biais-là. Merci bien. Alors, j'ai un autre participant qui demande si le réseau LinkedIn devrait être privilégié pour cibler des professionnels. Alors, je pense que j'ai un peu répondu avec ce que je disais avant. Donc oui, au niveau du ciblage, il est beaucoup plus précis sur les professionnels. Donc, on peut cibler par les titres des jobs, on peut cibler par l'industrie, on peut cibler par la seniorité, on peut cibler par plein de choses. Mais vraiment, on est sur des prix qui n'ont rien à voir. Si vous savez à peu près ce que c'est un CPM, ça veut dire coût par 1000 impressions. On a un CPM moyen si on est dans des ciblages très précis sur Facebook. On peut arriver, il faut vraiment que ce soit précis et cher. On peut arriver sur 7,50 francs pour 1000 impressions. Sur LinkedIn, on arrivera rarement en dessous de la barre des 30 francs pour 1000 impressions. Donc, ça fait totalement du sens. Après, il faut aussi se dire que LinkedIn, ça devient de plus en plus un réseau social où les gens vont aussi comme ça pour regarder ce qu'il y a de nouveau dans l'industrie, etc., etc. Mais souvent, c'est quand même un réseau social qui, historiquement, était plus utilisé quand on est en recherche de travail et pas forcément quand on est actif dans notre travail. Ça commence à changer. Il y a plus en plus de gens qui utilisent LinkedIn quand même comme réseau un peu de networking, etc. Donc, LinkedIn, ça fait du sens, mais il faut penser qu'on n'est pas du tout sur les mêmes budgets. Ensuite, alors j'aurais une autre question d'un participant qui souhaiterait savoir est-ce que créer des contenus organiques en B2B serait du temps perdu pour les réseaux sociaux? Alors, ça dépend combien de temps on investit dans cette création de contenu. Si on fait des vidéos et des choses comme ça, oui. Vraiment. Moi, j'ai eu plusieurs fois le cas avec des grandes entreprises qui avaient fait des super vidéos pour, par exemple, des RH ou des choses comme ça. Et vraiment des vidéos très qualitatives. Et après, quand on demandait, ces vidéos, on peut les voir où? C'était quelque part perdu sur le site. Il fallait cliquer 15 fois pour trouver cette vidéo. Et donc, au final, personne ne la voit, cette vidéo. Donc, effectivement, quand on investit de l'argent dans un contenu, ça n'a aucun sens de le faire de manière organique. Parce qu'en fait, c'est comme de jeter de l'argent par les fenêtres. De faire une super vidéo que personne ne voit, ça n'a pas trop de sens, en fait. Donc, en général, il faut quand même… je sais qu'il y a beaucoup un peu cette fausse croyance sur les réseaux que c'est gratuit, que c'est pas cher, qu'on peut devenir viral très facilement, etc. Mais ça, c'est quand même un peu de l'ordre de l'imagination. La réalité, c'est que quand on fait plus ou moins la même chose qu'on investit dans un contenu qualitatif, il faut être prêt à l'investir dans la distribution de ce contenu pour qu'on rentabilise l'investissement qu'on a fait. Merci. Alors, j'ai une autre question. Un participant demande, les outils étant de plus en plus simples à utiliser, quel est l'apport d'une agence dans l'achat de pub? Alors, nous, par exemple, on fait… en fait, c'est les connaissances spécifiques. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on travaille avec… si vous allez sur le site internet, vous verrez, on a extrêmement de grandes marques et on pourrait se dire qu'une entreprise comme Crédit Suisse, par exemple, n'a pas besoin d'agence, elle pourrait le faire à l'interne, etc., parce que ça paraît simple. Mais en réalité, c'est pas parce que nous, en tant que personne, dans notre quotidien, ça nous paraît très simple de faire un post Facebook et de savoir quelles sont les spécificités, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Pinterest, sur Snapchat, et puis sur TikTok, d'être toujours au courant des nouveaux formats qui arrivent. Et puis surtout que, en tant que personne qui est juste privée, en général, on fait des posts type liens, photos, galeries photos, etc. Mais les possibilités de format de publicité sont énormes. On peut faire des instant experience qui sont presque des petits sites. Et là, pour que ça soit vraiment joli, il faut des graphistes, il faut du texte, parce que les textes, c'est aussi important, même si c'est quelque chose surtout dans la vidéo elle-même, d'avoir du texte qui intéresse les gens. Donc, c'est surtout en fait l'expertise qu'on amène en tant qu'agence par rapport au fait que
ça paraît simple d'avoir des réseaux, mais même la publication d'un post, il y a extrêmement de petits détails qu'il faut savoir pour que ça soit vraiment bien. Donc, c'est vraiment ça la différence, c'est que personne dans toutes ces grandes entreprises n'a les connaissances aussi spécifiques que nous, là, qui sommes vraiment toute la journée sur les réseaux. On est informés tout le temps des nouvelles. On a aussi on est partenaire du temps avec Facebook, très proche aussi de LinkedIn et Twitter en Suisse. Et du coup, on a vraiment aussi les informations avant tout le monde. On a des offres aussi qu'on peut proposer à nos clients. C'est surtout ça, en fait, c'est un peu c'est insider tips qu'on peut proposer par rapport à des privés ou des entreprises qui sont très loin. Enfin, pour la plupart des gens, Facebook, ça paraît extrêmement loin. Alors que pour nous, l'année passée, on avait fait un workshop à Dublin dans leur bureau. On leur parle quasiment tous les mois. On est à leurs événements, etc. Donc, c'est surtout ça, en fait, la différence. Cette proximité, cette spécificité de connaissances sur tous les réseaux qui existent. Merci beaucoup, Myriam. Alors, j'ai aussi une autre question d'un participant qui demande: les navigateurs Internet intègrent de plus en plus d'anti-traceurs. Est-ce qu'ils ne réduisent pas l'efficacité de ces campagnes, comme l'utilisation des pixels, par exemple? D'anti quoi? J'ai pas entendu le mot. Les navigateurs Internet intègrent de plus en plus d'anti-traceurs. Oui, mais en général, ce qui est bloqué, par exemple, si on bloque les publicités ou alors ce qui est bloqué quand on nettoie son historique, etc., c'est plus l'adresse IP. Donc, en fait, ce qui est plus touché, c'est tout ce qui est basé sur l'adresse IP. Par exemple, la publicité avec les banners, des choses comme ça c'est généralement basé sur de l'IP. Et puis tout ce qui est Google aussi. Bon, maintenant, il y a aussi le compte Google, donc c'est plus simple de savoir quand même qui se cache derrière l'adresse IP. Mais en général, avec les pixels, c'est vraiment du code qu'il y a dans l'HTML. Donc, on ne peut pas l'enlever de la page ou faire en sorte qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il est vraiment intégré dans le site, donc il n'y a pas à ce moment-là, on ne peut pas vraiment l'empêcher de fonctionner. Donc vraiment les pixels en général, c'est parce que c'est en plus, surtout que les comptes des réseaux sont liés directement à nos personnes. Il y a nos noms derrière, nos adresses mail, nos numéros de téléphone, etc. Donc là-bas, le traçage est beaucoup plus personnalisé. C'est pour ça d'ailleurs que Facebook est la seule, enfin tout l'univers Facebook, c'est les seuls qui peuvent vous dire exactement quelle est la portée unique de vos publicités, alors que les autres réseaux sociaux vous diront seulement les impressions, à savoir combien de fois la publicité a été montrée. Merci beaucoup. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions qui s'affichent. Pas d'autres questions. Par contre, moi, j'aurais bien aimé savoir, vous parliez tout à l'heure du contenu de 15 secondes pour les vidéos. Et je voulais savoir si vous aviez un exemple pour qu'on puisse avoir une idée justement d'un contenu vidéo qui a pu vraiment bien marcher. Parce que 15 secondes, ça paraît quand même assez court. Donc, est-ce que vous avez un exemple pour illustrer justement cet argument d'utiliser justement une durée maximale de 15 secondes pour attirer l'attention de l'audience? Oui, je pourrais vous montrer, je vais essayer de le faire en live. Je pourrais vous montrer par exemple, typiquement le Facebook d'Audi où il y en a plein. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, si je vais sur... Par exemple, ça, c'est même plus court, je pense. C'est 30 secondes, mais ça, c'était pas une création, c'était quelque chose qui était venu directement de la base. Mais déjà, on voit que c'est un format qui est
5, ça veut dire que c'est plus haut, parce que ça ressemble à ça parce que c'est sur desktop, mais sur mobile, ça prendrait quasiment toute la place. On peut avoir aussi, par exemple, le post pour la fête des mères, qui dure quelques secondes aussi. On peut avoir, sinon, sur un carousel, là, expliquer qu'on peut avoir maintenant, faire un rendez-vous pour aller soi-même, enfin, en live, voir les nouveaux modèles, etc., comme le e-tron. Ça, c'est une vidéo qui dure 15 secondes. D'accord. Et sur laquelle on arrive à... Bon, maintenant, c'est en allemand, donc je pense pas que ce sera forcément compréhensible pour tout le monde, mais là, on a en quelques secondes, c'est écrit qu'est-ce que vous avez, à quoi il faut s'attendre et qu'il faut s'inscrire. Et là, on s'inscrit, on clique dessus, on arrive dessous. C'est assez simple. Il y a des logiciels qui justement existent, des applications qu'on peut utiliser justement si on n'a pas beaucoup de moyens pour créer ce type de vidéo. Je sais qu'il y en a qui existent par exemple pour faire des stories sur Instagram. Oui, il y a plusieurs applications, mais justement, je pense que, enfin, il y a l'application de Facebook, comme je disais, qui est directement dans Facebook Ad Manager. Et sinon, effectivement, il y en a plein. Il y a Canva, il y a des mêmes que j'utilise moi-même, donc à ordre privé, mais il y a Unfold, Vesco, Lightroom, il y a plein de choses sur lesquelles on peut faire Adobe et tout ça. Il y a plein de tools pour faire des stories, etc. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, je regarde encore s'il y a une main qui se lève, une main virtuelle qui se lève, ou bien encore des questions-réponses. Voilà, on n'a plus de questions-réponses. Donc, je vais en profiter pour garder la parole et puis clôturer ici ce séminaire. Annoncer aussi les dates des prochains webinaires de ce cycle de webconférence. J'espère que vous avez tous profité un bon moment et que vous avez pu tirer profit des pistes proposées par Myriam Blal. Myriam, excuse-moi, il faudrait juste remettre les slides. Ah, tu les vois pas là? Non. Là, ça devrait marcher. Parfait. Donc, nous avons encore 2 prochains événements en collaboration avec WSI qui auront lieu le 4 juin et qui font aussi partie, comme ce séminaire-ci avec Swiss Online Publishing, du cycle de webconférence Coronavirus, comment adapter son modèle d'affaires au digital. Donc, le 4 juin, nous avons un webinaire sur le marketing conversationnel et le 11 juin sur l'architecture de conversion. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez toutes les informations sur notre site internet. Aussi, je tenais vivement à vous remercier pour votre intérêt porté à notre webinaire ainsi que pour votre participation. Et puis, je remarque qu'il y a encore... Ah non, il n'y a plus de questions que des remerciements. Donc, merci à vous. Merci à Myriam pour votre collaboration et votre présentation. Et puis, à très bientôt.